Alors, chers amis, nous allons consacrer aujourd'hui notre émission à l'art et en particulier à deux grands penseurs de l'art qui sont André Malraux et Erwin Panofsky. Erwin Panofsky, ce sera pour la fois prochaine. Et donc, aujourd'hui, nous avons le plaisir, n'est-ce pas, de recevoir comme invité un grand peintre, Monique Friedman, un grand peintre qui a fait des expositions, n'est-ce pas, dans le monde entier, en France, en Europe, en Asie, et qui a eu les honneurs, il y a quelques années, pas si longtemps que ça, du Louvre, et qui aujourd'hui, comme les peintres sont des visionnaires, fait une exposition à la galerie Ductos, je le dis bien, dans l'île Saint-Louis, des toiles qu'elle a commencé à peindre en 76 et qui sont au cœur du cœur des problèmes que discutent, en tout cas les jeunes étudiantes de philosophie. My Perfect Body, c'est le titre de l'exposition sur le genre et le corps. Et donc par conséquent, nous sommes extrêmement honorés d'avoir comme invité donc Monique Friedman. Et nous commençons par un texte tout à fait fondamental d'André Malraux. Nous l'écoutons. L'art est lié à l'espoir passionné qui anime Florence depuis la coupole de Brunelleschi. La joie de vivre célébrée à la fois par les érudits et par les poètes, la dignité et excellence de l'homme de Manetti, l'évangile du plaisir de Valla se mêlent aux autres évangiles dans une confiance qui fait de l'avenir un grand vide lumineux, parce que Florence échappe à la continuité médiévale, à la structure de cathédrale de la société gothique. Laurent de Médicis sera nommé Laurent le Magnifique, mais aussi le pacificateur. Pour la première fois dans la chrétienté occidentale, les valeurs profanes cessent d'être subordonnées aux valeurs militaires. Il en va de même, et plus obscurément, des valeurs religieuses. Le nouveau type d'homme qui paraît alors, c'est l'homme de l'interrogation. Le monde et l'homme sont à découvrir, comme l'est la terre. Si l'on étudie l'homme, on trouvera sa grandeur, et si l'on étudie le monde, on trouvera sa beauté. Botticelli ne peint pas les grâces, Vénus ou la vérité, il peint le printemps, la naissance de Vénus ou la calomnie d'Apelle. Le peintre ne transcrit pas un imaginaire que les rêveurs posséderaient, il leur apporte un univers auquel ils aspirent. La fiction dans laquelle l'imaginaire commence à échapper au créateur repose sur le pouvoir de tirer de l'apparence, grâce à la création d'un système de formes, un monde qui succède au monde de Dieu. La déesse surgit dans l'atelier de Botticelli, c'est la déesse de l'art. André Malraux, L'Irréel, Paris, Gallimard, 1974. La Renaissance, mais là, nous avons une explication particulière. Alors, quelques mots, hein, si vous le voulez bien, sur l'art, au fond, dans la philosophie, parce que l'art apparaît tardivement, n'est-ce pas, comme un chapitre autonome dans l'histoire de la philosophie. Tout le monde se rappelle peut-être le mot de Platon, n'est-ce pas, qui est terrible. Le poète sera couronné de laurier et reconduit à la porte de la cité. À la porte, à la porte. Alors, peut-être que tous les politiques, en particulier Périclès, qui admirait l'Acropole, Phidias et Praxitèle n'étaient pas d'accord avec Platon, mais enfin, au fond, l'art était mis de côté. À l'époque médiévale, eh bien, l'art était tout entier consacré à la célébration du divin et au fond au sacré. Du côté du sacré, on le trouvait dans les temples, dans les églises. Et c'est seulement en quelque sorte à la Renaissance qu'il y a une certaine émancipation de l'art. Je parle toujours de l'histoire de la philosophie occidentale, et de sorte que, en fait, un chapitre à part sur l'art, au fond, apparaît surtout au XVIIIe siècle, n'est-ce pas, en Angleterre, en France, avec Diderot, et évidemment avec la critique du jugement de Kant, qui donne une place vraiment importante à l'art et qui sera suivie par une réflexion sur ce que Hegel appellera l'esthétique. Mais en vérité, c'est seulement au 19e et surtout au 20e siècle que l'art est devenu une part tout à fait prépondérante de notre culture. Et donc, on peut dire que Malraux, qui a admirablement compris, n'est-ce pas, cet aspect, essaye de nous l'expliquer. Alors, donc, le texte que nous avons lu est tiré d'un recueil, d'un de ces deux grands recueils. Il a écrit d'autres choses sur l'art, Les Voix du silence et celui-là, et La métamorphose des dieux, où il se livre à une réflexion générale, n'est-ce pas, sur l'art, de ses origines à l'époque contemporaine,
comme il le dit, des grottes de la préhistoire jusqu'à Picasso. Et alors, que peut-on dire? Eh bien, qu'il casse les codes, n'est-ce pas? Puisque son histoire universelle, au fond, n'est pas une historiographie. Il n'est pas une historiographie. euh, Malraux ne suit pas exactement la chronologie. Il n'est pas non plus un historien spécialisé de l'art. Au fond, il ne parle pas véritablement d'histoire, mais dit-il, n'est-ce pas, il dit que l'art est fait de métamorphose des formes. Et l'art, dit-il, est présence et métamorphose. Et enfin, l'autre aspect, qui est évidemment le plus important et sur lequel nous allons vous interroger, chère Monique Friedman, si vous le voulez bien, c'est le caractère mondial de l'art, n'est-ce pas? Malraux est l'un des premiers à se décentrer de l'Occident. D'ailleurs, il a écrit un texte, Le déclin de l'Occident. Il s'est intéressé passionnément aux arts d'Orient, d'Extrême-Orient, à la Chine, à l'Inde, mais aussi, n'est-ce pas, comme il le dit, quand le fétiche devient un objet d'art, à l'art tribal, aux arts premiers, comme on dit aujourd'hui. Et enfin, évidemment, il a noté la place du musée, n'est-ce pas? À partir du moment où il y a un musée, ce qu'il appellera un musée imaginaire, c'est-à-dire au fond une collection, et une collection qu'on peut répliquer d'ailleurs, eh bien, au fond, tout change. Et donc, il y a cette mondialisation de l'art. Alors, juste quelques mots sur ce texte, très rapidement. Dans ce texte, il réfléchit évidemment sur la Renaissance. Alors évidemment, la Renaissance italienne, qui ne la connaît, par les cartes, les illustrations, il y a beaucoup de choses. Mais il nous apprend quand même quelque chose que nous ne connaissions peut-être pas. D'abord, nous dit-il, après le grand chantier, le grand art, n'est-ce pas, byzantin, chrétien, d'abord byzantin, puis roman, pardonnez-moi, puis gothique, qui est consacré à la souffrance de l'homme, à la rédemption par Dieu, un art donc tout entier lié à la religion. La Renaissance, dit-il, découvre, là c'est ce texte, l'espoir et la joie, d'abord avec Brunelleschi, qui a construit la fameuse coupole de la cathédrale de Florence. Deuxième point, et là, évidemment, c'est très important parce que ça donne sa dimension intellectuelle à l'art. L'art est lié à l'humanisme. Malraux cite des érudits qui ne sont peut-être pas très connus du grand public, Giannozzo Manetti, mais disons que c'est un précurseur de Pic de la Mirandole, ou Laurent Valla, parce que Laurent Valla, dit-il, a mis en avant dans son livre De voluptate, le plaisir. Et enfin, troisièmement, eh bien, dans cette Renaissance apparaissent de nouvelles valeurs. D'abord la paix. Laurent le Magnifique, c'est aussi Laurent le Pacificateur, la recherche de la beauté du monde et recherche de la grandeur de l'homme. Bref, et ça c'est le point, évidemment, sur, je crois, lequel nous allons peut-être nous accrocher, l'imaginaire de l'irréel. Ce que dit ici Malraux est quand même est très étonnant. Il nous explique que la Vénus de Botticelli, n'est-ce bien, au fond, ce n'est pas simplement une réplique naturaliste d'une divinité antique, mythologique, elle sort d'un univers rêvé, d'une fiction de l'Antiquité, une réalité fantastique, irréelle, c'est l'irréel, n'est-ce pas, qui, au fond, va créer un nouveau monde. Et Malraux, je crois, est peut-être le premier, c'est là-dessus que je voudrais vous interroger immédiatement, Monique, avec Panofsky, a dessiné, a pointé la place de l'imaginaire au fond, dans l'art de la Renaissance. Une fiction qui échappe à Dieu et au sacré, pour créer, dit-il, à partir de l'apparence, un monde des formes, et c'est ainsi que Vénus est la déesse de l'art. Malraux ajoute, plus loin, la Renaissance a créé un peuple d'imaginaire. Alors de là, ma question, Monique Friedman, eh bien, en vérité, n'est-ce pas, puisque, au fond, je sais que vous êtes un des grands peintres qui s'intéresse à l'histoire. Au fond, première question, au fond, qu'est-ce que vous pensez de cette relation, cette représentation de la Renaissance que fait Malraux? Et par ailleurs, deuxième question, que pensez-vous au fond de Malraux? Alors, moi, je vais peut-être pas répondre directement à votre question, allez-y, chère allez-y. Blandine. Moi, je vais vous parler de mon Malraux. Oui. Celui de l'intemporel, l'irréel, le surnaturel, ces 3 volumes qui ont été publiés chez Gallimard en 1976 et qui ont représenté pour moi une respiration extraordinaire. Pourquoi? Parce qu'il m'a ouvert le regard et l'espace de l'histoire de l'art de façon tout à fait différente des historiens d'art et en contrepoint
de ces historiens. Oui. Il dit, par exemple, « Nous ne croyons plus qu'une chronologie des événements et desquels suffit à fonder une histoire, parce qu'une histoire ne dépasse les chronologies que si elle devient une interprétation de l'aventure humaine. » Oui, Voilà. c'est beau. C'est très beau. Oui, et c'est Donc, juste. Et c'est juste. Donc, quand C'est il exactement la position de Panofsky. Voilà. Donc, pour moi, Malraux construit ce musée imaginaire qui n'est pas chronologique, dont les œuvres rentrent en relation les unes avec les autres, indépendamment du temps et des lieux. Et pour un peintre, c'est important. Alors, pour un peintre, quand il dit, par exemple, c'est très émouvant, « Seul dans son atelier d'Aix, comme Van Gogh dans son atelier d'Arles, Cézanne écoute la sourde rumeur de toute la peinture occidentale avec laquelle il engage le dialogue de la vénération rebelle, l'immémorial dialogue de la création. » C'est comme ça que vous voyez la peinture. C'est comme ça que je vois la peinture, Bien sûr. c'est comme ça que je la vis. C'est fondamental et j'ai l'impression que pour un artiste, il a tout compris, quoi. Donc, il m'a appris à regarder et à ressentir les œuvres au-delà des frontières du temps, mais surtout dans une complicité, une grande intimité. Et c'est ce qui m'a autorisé le dialogue avec l'œuvre du Siennois, du Trecento, Sacetta, et donc qui a été exposé au Louvre. Voilà, et donc de faire un polyptyque en regard du sien, et ça je pourrais en dire beaucoup plus long, qui a été exposé au Salon Carré du Louvre, sous le regard bienveillant de Frangelico, Cimabue, Uccello, mes amis. Quel honneur pour eux comme pour vous. Surtout pour moi. Bon, merci, cher Monique. Je vais poser une autre question, si vous voulez bien, et j'espère qu'un dialogue va s'instaurer, à notre ami Alexandre Adler. Vous savez, Alexandre, la question que je vais vous poser, c'est, au fond, c'est d'essayer de résoudre une énigme que je ne sais pas résoudre toute seule. En vérité, dans notre génération, il faut bien le dire, au fond, les seuls compagnons, camarades que je pourrais citer, ils n'ont pas les mêmes opinions tout à fait, mais qui se sont vraiment intéressés à Malraux, qui le connaissent, qui l'ont admiré et loué, c'est Bernard-Henri Lévy et Régis Debray. Et on lisait tous ces romans, La Voie royale, l'espoir et la condition humaine, mais en fait, on ne s'intéressait pas beaucoup à sa pensée, en particulier sa pensée artistique, comme vient de nous l'exposer si bien Monique Friedman. Expliquez-moi, est-ce que vous avez une explication? Pourquoi Malraux a été comblé d'honneur, n'est-ce pas? Malraux qui a eu 50 vies, il a été éditeur, marchand d'art, ensuite écrivain, grand écrivain, militant, n'est-ce pas? Le militant de la guerre d'Espagne, le militant de la guerre sous l'occupation, et ensuite ministre, très grand ministre. Tout le monde s'accorde à dire que Malraux et Jacques Lang ont été nos deux grands ministres de la culture. Expliquez-moi pourquoi il a subi une sorte de relégation. Oui, la seule chose le seul honneur qu'il n'a pas eu et que le général de Gaulle voulait lui obtenir, et il l'a fait maladroitement, c'est-à-dire qu'il a dit tout publiquement à l'Académie Nobel, c'était effectivement le prix Nobel qu'il méritait 100 fois, mais que, évidemment, à ce moment-là, les Suédois étaient très anti-gaullistes pour toutes les mauvaises raisons du monde, et donc ils ont dit absolument non, et c'est là qu'ils se sont intéressés à la fois à Sartre, qu'il a refusé, ce prix Nobel, mais qu'il a eu quand même, et Camus. Mais bon, ça c'est une personnalité tout à fait honorable. Mais bien entendu. Malraux, et on pourrait ajouter les autres qui sont ensuite comme Saint-Jean-Perse. Bon, mais voilà, Malraux a été finalement recalé au prix Nobel. Pourquoi? Parce qu'il était trop dérangeant. Il était trop grand et trop dérangeant, comme Aragon d'ailleurs, par l'engagement déjà. Là, la réponse était d'abord toute simple. Alors, en effet, Aragon, malgré tous les doutes qui en fait l'ont toujours assailli, il connaissait tellement bien la Russie, ne serait-ce que par Elsa Triolet, a toujours eu ses doutes et est resté toujours infidèle du Parti communiste et de son engagement pro-soviétique. Et de la même manière, Malraux a reconnu le général de Gaulle
bien après d'ailleurs avoir eu sa croix de compagnon de la Libération, parce que en fait la brigade Alsace-Lorraine qu'il a formée, mais il a d'abord été de gauche, général de Gaulle. Donc, il a été véritablement le penseur et l'écrivain, de la gauche. Je dirais le poète épique de la gauche. Même de la gauche anti-nazie. Et après, eh bien, comme il avait toutes les audaces, il a rencontré le général de Gaulle et il ne l'a plus jamais quitté. Oui. Et cette audace, évidemment, lui a valu non seulement la détestation de la droite qu'il lui a jamais pardonné, évidemment, la guerre d'Espagne et tout ce qu'il a écrit pendant cette période, mais aussi, bien entendu, de la gauche bien pensante qui trouvait que son gaullisme était une honte. Et voilà. Donc il s'est fait tous les ennemis de la terre. Enfin, il y avait encore pas mal de gens pour l'admirer. Mais il n'en a cure. C'est un homme qui a toujours préféré l'action à la réflexion, disons, tactique, avec tous les prix littéraires, etc. Il s'en moquait. C'est un homme qui n'avait jamais eu peur de braver l'impopularité. Et c'est enfin un homme qui préférait... qui menait une aventure, d'abord une aventure véritable, et Dieu sait qu'il a fait preuve en Espagne d'un courage exceptionnel, mais ensuite, déjà comme pilote de bombardement, mais ensuite, et ensuite dans la résistance, mais une fois que l'aventure était passée, eh bien l'aventure est devenue une aventure spirituelle, et celle-là, elle ne lui a jamais fait peur. Et donc, cette aventure spirituelle. Ce triptyque qui est toujours présent chez lui, c'est un homme de l'aventure, de l'impopularité bravée, acceptée, et de l'action. Alors, François, à mon tour, je vais vous poser une question. Malraux a déclaré qu'il n'était ni un historien, ni un philosophe de l'art, qu'il avait construit une sorte de fiction. Mais au fond, en quoi ça intéresse quand même la philosophie de l'art, telle que nous voudrions la comprendre, selon vous, ce que dit Malraux? Alors, moi, ce qui m'a frappé dans ce texte en particulier, que je ne connaissais pas, c'est l'insistance sur un art qui n'est pas simplement restreint, si je puis dire, aux beaux-arts, quoiqu'il parle de Florence, mais il parle aussi de la littérature à Florence. Il parle de cette coupole qui est une œuvre d'architecture et non pas une œuvre d'art au sens de peinture, sculpture. Donc, c'est la création, c'est presque la production, c'est disons la techné dans toute son ampleur, ce qu'il décrit. Et d'ailleurs, les mots qu'il emploie, le peintre apporte non un imaginaire, mais un univers. Et il dit donc le pouvoir de tirer de l'apparence un monde qui succède au monde de Dieu, avec l'idée d'une déesse de l'art. Donc il y a quelque chose de... Enfin, on pourrait... Une autre production. On pourrait évoquer même, si on veut, l'idée de volonté de puissance. Enfin, il y a quelque chose comme ça. Un homme divin, un homme tout-puissant, un homme profane qui succède au monde religieux. Et donc il y a, me semble-t-il, dans le texte, cette idée qu'il y a l'émergence d'un homme nouveau. Il dit l'homme interrogateur, l'homme qui ouvre un monde, qui s'ouvre un monde. Dans un passage que nous avons supprimé, que c'est ce qui donnera les intellectuels. Il l'écrit comme ça. Oui. Alors, donc, je vois bien l'orientation. Le peintre ne crée pas un monde imaginaire, il crée vraiment un monde. Naturellement, on pourrait introduire des correctifs, en ce sens que dans la tradition chrétienne, non seulement l'homme est à l'image de Dieu, mais Dieu est même à l'image de l'homme, puisque le Christ se fait homme, etc. Donc il y a toute une littérature sur la dignité et la grandeur de l'homme. Ce n'est pas une pure et simple contradiction. Bon, laissons ça de côté. Moi, ce qui me surprend le plus, c'est son idée de musée imaginaire, qui, elle, par contre, est évidemment complètement autre, une toute autre idée, parce que, si je l'ai bien comprise, son idée d'un musée imaginaire, le musée, c'est pas un bâtiment où on se promène, c'est chacun avec ses amours, ses passions, ses goûts artistiques. Et alors, je ne sais pas si Gracq a emprunté à Malraux cette idée ou quoi, puisque dans la littérature à l'estomac, Gracq s'en prend à Sartre et à une littérature qui convient à des gens qui ne lisent pas. Mais il en profite donc pour introduire une idée que je trouve très juste d'ailleurs, c'est que la singularité de chacun, sa personnalité, est faite de goûts. C'est vrai. Chacun ses goûts. Et les goûts littéraires, tels aime Dostoïevski, les goûts artistiques, tels aime Giotto, etc., définissent celui qu'on est. Donc l'imaginaire est quand même présent
à côté, si je puis dire, de son idée très démiurgique. Oui. Merci beaucoup, François. Et Marielle, une autre question. Comme psychanalyste, qu'est-ce que vous pensez de Malraux? Alors moi, je voudrais compléter ce que Alexandre Adler a fort bien dit sur le plan de la politique par une analyse d'abord de la raison, une seconde analyse de la raison pour laquelle Malraux a été un peu dans l'ombre, c'est qu'on était à l'époque du structuralisme. Oui. Et que la mode étant dans le structuralisme et dans l'importance du symbolique par rapport à l'inceste. Et Malraux n'était pas dans cette question, et pourtant il était une question extrêmement importante, qui est l'articulation de ce qu'il en est du réel avec ce qui est du symbolique. Le réel étant ce qui, au fond, dans l'homme est de mystérieux. Et jusque-là, dans le christianisme, on disait que tout le mystère passait par mort et résurrection du Christ. Et là, on est dans un nouveau discours, un discours de la vie. Vie et surrection, comme il le dit. Voilà, on est un discours de la vie où ce qui est du réel est simplement, et ça Lacan l'a très bien expliqué, ce qu'il en est d'un nouveau regard. Il ne s'agit pas simplement de voir la réalité, mais il s'agit, à l'intérieur de ce qui va être représenté, de comprendre ce qui est mystérieux. Mais ça passe par le corps humain. Et Vénus, c'est une femme qui apparaît dans le cours de l'histoire. Oui, mais enfin, c'est quand même un corps de femme extrêmement... Mais il dit que ce n'est pas le corps de toutes les femmes, que ce n'est pas simplement la Vénus anadyomène nue. Non, mais ce n'est pas non plus la Vierge Marie. Hein. On est sorti totalement de la Vierge Marie. Oui, et elles sont... On est totalement sorti de cette représentation de la femme sainte pour arriver à l'incarnation d'une femme avec un corps, ce qui est tout à fait nouveau, et qui est aussi la question de ce regard complexe qui est divisé entre ce qui est vu et ce qui est regardé de mystérieux à l'intérieur de nous-mêmes. Merci beaucoup, Mariella. Alors, Alexis, actuel ou inactuel, Malraux, puisqu'on vit, n'est-ce pas, la remise en cause de notre panthéon aujourd'hui, hein, on va alors inactuel par beaucoup d'aspects. D'ailleurs, il en était conscient. Je crois qu'il avait dit à la fin de sa vie, mes livres sur l'art sont les plus mal compris. D'ailleurs, c'est peut-être, si vous voulez, la vocation d'un grand écrivain ou d'un grand artiste de n'être pas compris de ses contemporains. Alors aujourd'hui, il l'est peut-être encore moins, le niveau d'inculture généralisée aidant, mais il est aussi très actuel. Pourquoi ? La réflexion sur la mondialité, vous l'avez évoqué au tout début avec Monique Friedman. Effectivement, au fond, si vous voulez, il pensait, je crois, de toute son âme que ce qui reste d'une civilisation, ce sont ces témoignages de civilisation et non pas de barbarie, comme le croyait Walter Benjamin, que l'art a déposé de manière éternelle. Et au fond, la seule chose qui valait véritablement pour lui, c'était pas les idées, c'était pas les traités de philosophie, c'était pas les prises de position des essayistes dans l'espace public, même si elles sont intéressantes, ce sont les œuvres d'art. Oui, c'est ce qu'il disait, Gide parle trop. Voilà. Ce n'est pas qu'il est tort, mais qu'il parle toujours et a de la mauvaise gestion. Je vais essayer de m'appliquer à moi-même justement ce conseil et de ne pas trop parler. Et donc, troisième petit point pour résumer son actualité essentielle, c'est évidemment qu'il y a dans la pensée sur l'art de Malraux cette idée fondamentale qu'indépendamment de son contexte culturel, et aujourd'hui malheureusement on est dominé par des pensées qui sont extrêmement culturalistes, différentialistes, le choc des civilisations, tout ça, ça nous obsède. Indépendamment de son contexte d'émergence culturelle ou sociologique, une œuvre d'art, elle vaut non pas par celui ou celle qui l'a réalisé, mais elle vaut par son pouvoir de monstration de la réalité. Exactement, le pouvoir de créer ce que Steiner appellera ensuite des réelles présences, c'est-à-dire de changer notre regard sur la réalité. C'est ça le caractère universel et immortel de l'œuvre d'art que Malraux a célébré. Il faut lire Malraux. Il faut lire au kilomètre. Mais d'un mot, simplement, on a beaucoup rigolé, et bien entendu, de deux génies, Kissinger et Malraux, lorsque Kissinger a voulu, avant d'aller voir Mao à Pékin, demander le témoignage de Malraux. Et bien entendu, Kissinger savait peut-être que Malraux n'avait jamais rencontré Mao. Si, il l'avait rencontré. Mais il l'avait un peu rencontré. Mais surtout, le génie de Malraux a été de dire d'une manière de cette prose poétique et épique, ce qui était en train de se faire, c'est-à-dire la rencontre de la Chine et de la Russie et des États-Unis, où
bien entendu, là, la guerre froide a été vaincue. Et contemplation et action chez lui, je crois, ne s'opposaient pas. D'ailleurs, à 22 ans, il va crapahuter au Cambodge pour récupérer un trésor, ce fameux temple khmer. Oui, on lui a reproché, mais ça prouve que chez lui, vita activa et vita contemplativa ne s'opposent pas. Bon. Alors donc, il faut lire Malraux. Monique, c'est pas vous qui allez nous contredire. Il faut absolument lire Malraux. Écoutez, merci. Il se réconcilie totalement avec Bernard-Henri Lévy, qui, comme Régis Debray, n'ont jamais mégoté leur admiration pour Malraux. Voilà. Bon. Dans une époque où les petits malins pensaient qu'il fallait préférer Céline. Merci à tous. Et ils pensent parfois ça encore. Oui. Merci à tous.